Alors, se coller derrière un camion avec une voiture électrique fait-il vraiment moins consommer? Bon, bah, c'est évident, oui. Long article sur l'automobile propre. Alors, je vais peut-être pas tout lire, mais on va parcourir ça quand même, voir ce qu'ils ont pu conclure. Alors, moi, j'ai déjà fait avec le Kona et avec le Niro, d'ailleurs. Même si avec le Niro, j'ai pas fait d'énorme trajet. Bon, avec le Kona, l'année dernière, hein, j'avais fait un énorme trajet jusqu'au Tech, là, dans le sud-ouest. Bon, là, je l'avais fait plusieurs fois, j'avoue, pour pas trop consommer. J'avais dû faire qu'un seul arrêt, au final, sur les 600 bornes à aller, grâce à cette méthode. Bon, après, ne pas faire trop souvent non plus. Déjà, c'est un peu chiant parce que vous avancez à 100, 105. Et c'est un peu dangereux, on sait jamais s'il pile. Après, il faut pas trop le coller non plus, le camion. Il y a une distance de sécurité à respecter quand même. Moi, j'avais mis en option 1 la distance de sécurité avec le Kona. Bah, c'est lui qui, en régulateur adaptatif, c'est lui qui gérait, quoi, en fait. Donc, bon. Mais clairement, ça joue, hein. Le jeu en vaut-il la chandelle? On fait le point, avec des voitures aérodynamiques peu favorables. À l'instar de l'eau, l'air est un fluide qui engendre des résistances lorsqu'un corps le traverse. À ce moment, plusieurs traînées se manifestent autour de la masse en question. On n'évoquera pas les différents types de traînées en raison de leur caractère abstrait pour le commun des conducteurs, à l'image de la traînée de surface relative à la surface de la carrosserie. On préférera se concentrer sur le coefficient de traînée CX, qui caractérise la capacité d'un corps à pénétrer dans l'air. Ce sont ces efforts physiques qui permettent à la goutte d'eau d'adopter sa forme si caractéristique lorsqu'elle tombe avec derrière elle une traînée quasi nulle. Il s'agit là de la forme la plus aérodynamique possible avec un coefficient de 0,04. Une valeur logiquement impossible à atteindre pour un véhicule en raison de sa forme immuable. Toutefois, les constructeurs s'efforcent d'étudier et de développer des formes les plus aérodynamiques possibles pour leur modèle. Bon alors, voyons. Pour ce test, ils ont emprunté le même parcours dans les deux sens, qui sert de référence pour mesurer les consos à des vitesses fixes 110 et 130. C'est une autoroute droite et sans relief, véritablement pénalisant pour l'exercice du jour. Un point important, pour que les camions aient peu ou prou la même vitesse moyenne. La moindre pente fait ralentir fortement les poids lourds. Ah oui, ça c'est sûr. Sans savoir si ça a un réel intérêt ou non, nous avons quand même fait le choix de nous mettre dans le sillage du même type de remorque, d'un poids lourd parfaitement conventionnel, pas de citerne ou de remorque, pour le transport de bois par exemple. Nous avons commencé à suivre un camion dans les deux sens afin de définir une vitesse moyenne de référence. Toujours au régulateur, nous avons ensuite tenté de la conserver avec d'autres poids lourds, et elle nous a enfin servi de référence pour effectuer une mesure de consommation sans camion devant, la calandre. Tout au long de cet exercice, la climatisation était coupée pour écarter les variations sur la conso. Enfin, seule la valeur relative nous intéresse ici, et non pas la valeur absolue en kWh au 100. Même si cette dernière n'est pas ignorée totalement. Bah, c'est sûr. Ils ont pris un ID buzz apparemment. À une vitesse fixe de 130 km/h, nous avons enlevé une consommation de 32,7 kWh au 100 à bord de l'ID Buzz. Oh là là, cette conso, au secours! Dans ces mêmes conditions, la Fiat 500 culmine à 23,4. Au regard de leurs batteries respectives, ça autorise une autonomie totale théorique de 235 et 159 km respectivement. Abaisser la vitesse à 90 km/h, ou tout du moins à 89 pour reprendre la vraie moyenne imposée par les camions, permet déjà de faire des économies. Avec l'ID Buzz, on a noté une moyenne de 23,5 kWh 100 à cette vitesse. C'est énorme! La conso est stratosphérique sur l'ID Buzz, soit une différence de moins 28% en matière de consommation pour une autonomie supérieure de 39%. Ça se traduit théoriquement par 93 km de plus sur un plein complet. Alors c'est marrant parce qu'au final, dans la chaîne EV, là, le mec qui roulait en ID Buzz pour leur méga challenge, il n'avait pas consommé autant. Donc je sais pas, c'est étonnant là, les différences de conso, il était à moins de 20 hein, au global sur leur trajet. J'explique pas trop la différence là. Donc bref, continuons. Donc la Fiat 500, 14,5 kWh au 100 à 90 km/h, elle affiche une consommation inférieure de 38% pour 62% d'autonomie en plus. La batterie de 37,3 kWh peut théoriquement fournir de l'énergie sur 257 au lieu de 159. Évoquer l'autonomie totale n'est toutefois pas représentatif de la réalité, car la grande majorité des conducteurs commenceront à lever le pied à l'approche de la réserve. Dans ce cas, réduire la vitesse de 130 à 90 permettrait d'économiser, selon ces relevés, près de 19 km d'autonomie avec 20% de charge restante. Alors, quelle différence de conso derrière un camion? Voyons. Conso sans camion, 14,5 pour la Fiat 500, 23,5 pour l'ID Buzz. Autonomie sans camion, 257 pour la 500e, 328 pour l'ID Buzz. Conso au plus loin, 13,9, 500e et 22,8 pour l'ID Buzz. Bon, ça change pas grand chose pour le coup. Donc au plus loin, c'est-à-dire que les deux voitures ont laissé l'équivalent de 2 bandes. Ça correspond à quelques mètres près, à une distance de 91 mètres. Soit près du double de la distance de sécurité réglementaire à cette vitesse, qui est de 54 mètres.
D'accord, ok. Ouais, dans deux bandes, ça sert à rien, c'est trop loin. C'est trop loin, clairement. Ça change pas grand-chose. Ensuite, ils ont fait au plus près, du coup. Et là, ça change quand même pas mal. 14,5, on passe de 14,5 à 12,3 à la Fiat 500. Et l'idée Buzz, on diminue de presque 3 kWh au 100. Et là, ça change pas mal la donne, hein. Par rapport à une vitesse de 130 km/h, le bilan est sans appel, le van peut profiter d'un rayon supplémentaire de 137 km sur un plein complet, alors que la 500 gagne 144 km. Une règle basique de 3 permet d'estimer le gain à environ 28 km d'autonomie pour 20% de charge restante, de quoi sauver plus d'un voyage. Ah bah c'est sûr, hein. Après, tu peux te coller encore plus, mais alors là, c'est dangereux, hein. Clairement, c'est dangereux. Mais bon, ça ferait gagner encore plus, du coup. Dans les deux cas de figure, le régulateur de distance adaptatif respecte la distance de sécurité légale, tout du moins la distance supposée, puisque la législation stipule que la distance de sécurité minimale à respecter correspond à l'espace parcouru en 2 secondes. À 90 km/h, celle-ci est de 54 mètres très exactement, soit un trait de bande d'arrêt d'urgence. Et un intervalle, 39 mètres plus 13 mètres. Avec le régulateur positionné au plus loin, ça permet d'avoir une conduite rassurante. Cependant, si les bénéfices en matière de consommation et d'autonomie existent, ils sont beaucoup plus limités. Mais c'est surtout le confort de conduite qui est dégradé, alors dans les zones de turbulence engendrées par les camions, les voitures peinent à filer droit. C'est ce que nous avons remarqué avec les deux voitures, qui sont de plus sensibles au vent. Eh ben mon vieux. Donc là, ils ont fait un tableau récapitulatif, du coup, hein. On s'aperçoit, voilà, des différences de conso avec et sans camion. Avec le régulateur au plus proche, le véhicule est à l'abri des remous, les passagers sont bien moins secoués, alors que les bénéfices sont encore plus importants. Reste que si vous n'êtes pas dans l'illégalité, il faudra être à l'aise avec cet exercice et avoir une solide confiance en ses capacités à réagir rapidement en cas de freinage brusque. Bah après, régulateur rotatif, normalement, en cas de freinage brusque, il freine aussi. Mais bon, évidemment, il faut toujours être vigilant, ça c'est sûr. Enfin, des plus futés imagineraient sans doute que se rapprocher davantage du camion permettrait de réduire encore plus la conso. Bah logiquement oui. Outre le fait que le comportement est complètement irresponsable, le non-respect des distances de sécurité est passible d'une amende de 4ème classe avec un retrait de 3 points sur le permis, une amende de 135 euros. Surtout, les gains sont marginaux, le régulateur n'étant plus actif à ce moment. Il est difficile de tenir un rythme stabilisé derrière un camion si proche, à moins d'être vraiment doué avec la pédale de droite. La conduite, alors si, ce que tu peux faire, tu peux mettre le limiteur de vitesse à 90, ou 89 du coup, et rester à fond sur l'accélérateur en fait. Je pense que ça marcherait. Mais ça, évidemment, il faudrait gérer ce que fait le camion devant aussi, quoi. Et adapter le limiteur de vitesse à ça. D'après nos nombreux calculs, on n'économiserait qu'une dizaine de kilomètres sur un plein par rapport au régulateur fixé au plus près du camion. Ok, bon. En tout état de cause, ça doit pas être la norme. Conduire derrière un camion est stressant, même en doublant la distance de sécurité légale. Surtout, les temps de trajet sont considérablement allongés. Il faut théoriquement compter 5h34 pour effectuer 500 km à 90 km/h, contre 4h33 à 110. Selon nos estimations, c'est donc théorique. Poursuivre un camion sur 500 km avec l'idée Buzz aurait permis de parcourir le voyage en 6h05. Un seul arrêt de recharge contre 5h32 avec 3 recharges de vitesse habituelle. Ah ouais, mais alors du coup, c'est plus long, certes, mais le coût de recharge avec une seule recharge est beaucoup moins élevé finalement. Parce que les bornes de recharge sur autoroute, c'est hors de prix, quoi. Mais bon, du coup, ça voudrait dire un seul arrêt recharge. Une pause toutes les 3 heures, c'est un peu juste quand même. Après, voilà. Moi, je sais que ça m'a quand même servi sur mon gros trajet avec le Kona l'année dernière. Je l'ai pas fait tout le temps, mais je l'ai fait de temps en temps quand je voyais un camion sur mon chemin pour économiser un peu d'électricité et pour être sûr de pouvoir faire qu'un seul arrêt sur plus de 600 km de trajet. Sachant que je précise que j'avais évité les autoroutes à péage aussi, hein. Donc bon, c'était un peu long le trajet, mais ça valait le coup. Je vous mets le lien dans la description de ça, si vous voulez revoir, ou si vous l'avez pas vu, cette vidéo. Parce qu'il y en a tellement sur la chaîne, je comprends que vous vous perdiez un peu. Voilà, en tout cas, est-ce que vous avez déjà fait ça, vous coller un camion comme ça pour moins consommer? Si oui, avec quelle voiture? Allez, je vous laisse commenter ça. Ciao.